tout le monde, c'est le ministère de la Santé, la direction de la formation. C'est Mademoiselle Sabri Imen, je suis la chargée de la formation continue pour les biologistes de santé publique. On se retrouve aujourd'hui pour une formation sur les accidents exposants au sang. Il a biochimie des différents milieux biologiques avec professeur Habak Nawel de l'EHS CPMC d'Alger. Bonjour professeur. Bonjour Madame Saouli. J'espère que vous allez bien. Merci pour la présence et je vous souhaite une bonne formation avec tous les participants. Je vous laisse pour la présentation et à plus tard, Inch'Allah. Merci. Vous pouvez commencer. Merci Madame Saouli. Donc bonjour tout le monde, bonjour à tous les biologistes de santé publique. Donc dans la mise en œuvre du plan de formation continue, je suis là aujourd'hui, professeur Habak Nawel, professeur agrégé en biochimie à l'EHS Pierre et Marie Curie, hôpital universitaire à la faculté de médecine d'Alger. Donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui deux thématiques. Donc vous avez les accidents exposants au sang et la deuxième thématique, c'est la biochimie des différents milieux biologiques. D'accord? Donc on va commencer la première présentation. Après, donc, vous aurez le temps de poser les questions dans les commentaires que je répondrai au fur et à mesure. Bon, on va commencer. Donc, les accidents exposants, vous avez le sang, il n'y a pas de problème de sang? Vous entendez? Il n'y a pas de problème de sang? Très bien, merci. Donc, on va commencer avec la première présentation qui concerne les accidents exposants au sang. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un accident d'exposition au sang? On l'appelle communément l'AES. Il est défini comme tout contact avec du sang ou du liquide biologique. Ce contact peut être soit une effraction cutanée par piqûre ou bien une coupure, ou bien par projection sur une muqueuse, l'œil, la bouche ou sur la peau qui est déjà lésée. Donc c'est un accident, c'est un contact du sang ou de milieu biologique. Soit c'est une effraction ou c'est une projection. D'accord? Donc à partir de là, on va définir deux sujets. Vous avez le sujet qui est exposé et vous avez le sujet source. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le sujet exposé est celui ayant été en contact avec du sang ou des sécrétions provenant d'une personne qui est susceptible d'être porteuse de virus transmissibles par voie sanguine. D'accord? Donc vous avez deux sujets. Vous avez le sujet exposé, c'est celui qui va recevoir ce milieu biologique qui est dérivé du sang d'une personne qui est le sujet source. Cette personne, elle est susceptible de véhiculer dans son sang du virus qui est transmissible par voie sanguine. Donc, sujet exposé et sujet source. Le sujet exposé, généralement, on l'appelle victime, d'accord? Parce qu'il a été victime de cette projection ou de cette effraction de milieu biologique sanguin. Quelles sont les activités concernées par ces AES, accidents, exposition au sang? Donc, sont concernées par ces AES principalement les activités de soins, mais aussi l'accompagnement des personnes à domicile. Il ne faut pas oublier les aides ménagères, les auxiliaires de vie, mais également les activités d'entretien, de lingerie, la collecte et le traitement des déchets ménagers, le nettoyage des voies et l'assainissement, mais également dans le travail au niveau du laboratoire. Donc, les facteurs du risque de transmission. Donc, pour évaluer le degré du risque de transmission d'une maladie à transmission sanguine d'un individu à l'autre, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça dépend premièrement du mécanisme et du type de blessure. Est-ce que c'était une simple piqûre ou bien c'est carrément une coupure? Donc, si vous avez une coupure profonde,
vous avez un risque maximum. Deuxième facteur, c'est le matériel qui est impliqué dans la contamination. Comment cet individu, le sujet exposé ou la victime, a été au contact du sang. Le matériel impliqué dans sa contamination. Si c'est une aiguille qui est creuse, là vous avez un risque maximum de contamination. Vous avez également la nature du milieu biologique. On va le voir par la suite. Donc vous voyez ici dans ce petit tableau. Donc vous voyez ici dans ce petit tableau qu'il y a différents milieux biologiques qui peuvent véhiculer du virus. D'accord? Donc, mais comme vous voyez, le risque, il est prouvé, le risque, il est maximum lorsqu'il s'agit du sang ou des liquides biologiques qui contiennent du sang. Vous voyez ici, donc il va véhiculer beaucoup plus un risque maximum lorsqu'il s'agit d'un milieu biologique sanguin. Par contre, il est possible de véhiculer du virus par le sperme, par les sécrétions vaginales et également par les liquides d'acide. On va le voir par la suite, quel type de virus est véhiculé. D'accord? Donc, comme je viens de dire, donc l'évaluation du risque dépend du mécanisme de blessure. Premièrement, si elle est profonde, c'est un risque maximum. Le matériel qui est utilisé dans la contamination, donc si c'est une aiguille qui est creuse, le risque est maximum. La nature du liquide, si c'est du sang, là, le risque est maximum. Et vous avez également de l'absence de port de moyens de protection. C'est-à-dire si le sujet exposé ou le sujet victime n'a pas porté de gants ou de lunettes de protection. Vous avez également l'état clinique et sérologique du patient source. C'est-à-dire, est-ce que déjà vous êtes au courant que le patient, c'est un patient qui est VIH positif ou bien il a déjà une hépatite et tout. Donc, l'état clinique ou sérologique de votre patient. Vous avez également le statut vaccinal de la victime et du patient source. Il faut savoir que la vaccination, on va voir par la suite, que la vaccination, par exemple, pour la vaccination de l'hépatite B, c'est une vaccination qui est obligatoire. Donc, vous êtes déjà au courant de votre statut vaccinal, le statut vaccinal du sujet qui est exposé. Donc, les principaux agents qui sont en cause de cette transmission, de ces maladies à transmission sanguine, vous avez les principaux agents, c'est le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B. D'accord? Donc, c'est ces trois virus qui sont transmissibles et qui vont causer donc des pathologies aux sujets qui ont été victimes. Il existe d'autres agents qui est donc le paludisme, la syphilis et la fièvre hémorragique, mais à degré moindre. Donc, comme je viens de dire, donc, le risque dépend du type du liquide, mais également du type de virus. Par exemple, ici, vous avez pour l'hépatite B. Donc, il est prouvé que le risque il est maximum si vous avez été au contact du sang ou de liquide de sang avec le virus de l'hépatite B positif. Si maintenant vous avez un patient avec une hépatite B positive, il est possible que d'autres milieux biologiques tels que le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide d'acide et le liquide salivaire, mais également le liquide bronchique, peuvent véhiculer ce virus et être transmissibles. Par contre, les urines et les selles, donc le risque, il est nul. Pour l'hépatite C, le risque est maximum lorsque vous avez du sang. Vous êtes en contact direct avec du sang. Cependant, le risque, il est possible si vous êtes en contact avec du sperme, des sécrétions vaginales ou de liquide bronchique. La même chose, les urines, les selles et les larmes et les salives pour l'hépatite C, elles ne sont pas transmissibles par ces milieux biologiques. Pour le VIH, le risque est maximum lorsque vous êtes en contact d'un VIH positif, le sang du VIH positif. Mais également, on peut être contaminé par le VIH, par le sperme, par les sécrétions vaginales, mais également par le LCR et les liquides d'acide, mais également le liquide amniotique. D'accord? Donc, le risque pour les patients, pour les personnels médicaux qui travaillent donc en service de gynécologie.
Donc, vous avez également pour les urines, le sel, les larmes et les salives, le risque, il est nul lorsque vous êtes en contact des urines, de sel, de larmes, de salive de personnes avec un VIH positif, c'est-à-dire porteur de SIDA. Donc, le risque de transmission, comme nous l'avons dit, il va dépendre de plusieurs facteurs. Nous avons dit qu'il va dépendre du type de la coupure. Donc, la nature de l'AES, donc c'est soit une piqûre, on retrouve ça dans 85% des cas d'AES, c'est généralement c'est une piqûre, ou bien carrément une coupure, dans 27% de cas. 15% c'est des projections muqueuses et 13% c'est des projections oculaires. Les virus qui sont impliqués dans les AES, vous avez 30% c'est de l'hépatite B, 3% des accidents AES, c'est 3% c'est l'hépatite C et vous avez 0,3% c'est le virus du sida, le VIH. Donc, comment on va prendre en charge ces accidents exposants au sang? Premièrement, vous avez des soins qui sont immédiats, sur place, au niveau de l'infirmerie, c'est-à-dire au niveau du lieu où vous travaillez. Vous avez des soins qui doivent être réalisés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, en cas d'effraction cutanée, ne pas faire saigner. Première des choses, ne pas faire saigner. Laisser couler le sang, mais ne pas faire saigner, c'est-à-dire ne pas compresser la région où vous avez été, où il y a eu donc cette effraction. Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante, au savon. Effectuer une antiseptique immédiate par un antiseptique. Donc, soit vous allez utiliser du DACA, ou bien de l'alcool à 70, ou bien de la bétadine dermique. Il faut respecter le temps de contact de l'antiseptique par contre. Donc 5 minutes au moins par trempage. D'accord? En cas maintenant de projection, donc on va faire un rinçage immédiat et abondant au sérum physiologique. Projection, ça veut dire il y a eu une projection oculaire. Donc vous allez faire un lavage, un rinçage immédiat avec du sérum physiologique. Si vous n'avez pas, au niveau de votre milieu de travail, du sérum physiologique, vous allez utiliser directement l'eau courante ou l'eau du robinet, mais il faut prolonger ce rinçage à 10 minutes au lieu de 5 minutes si c'est de l'eau physiologique. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez fait des soins immédiats, c'est-à-dire vous avez rincé, nettoyé, vous avez utilisé votre antiseptique. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est rechercher le statut sérologique du patient, premièrement. Donc, vous avez ici, vous avez un accident d'exposition au sang. Ça veut dire que nous avons dit qu'il y a deux sujets. Vous avez le sujet exposé, la victime, et vous avez le sujet source, qui est votre patient. Donc, vous allez rechercher le statut sérologique du patient. On va rechercher les principaux virus qui sont incriminés dans les accidents d'exposition au sang. Donc, vous allez rechercher la sérologie de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH chez le patient. Ou bien, donc, soit vous allez la rechercher, c'est-à-dire dans le dossier du malade, c'est-à-dire que vous allez partir dans le service où vous avez été contaminé ou dans le service où il y a votre patient. Vous allez chercher dans son dossier, est-ce qu'il a déjà une sérologie préétablie? Et vous allez voir, est-ce que donc il est hépatite B positif ou HIV positif ou hépatite C positif, d'accord? Donc, vous allez la rechercher au niveau du dossier du patient ou bien la faire aux urgences, directement la faire en urgence, pardon. Si vous allez la faire en urgence, il faudra le consentement du patient. Vous n'avez pas le droit de faire la sérologie du patient si le patient n'a pas été consenti, n'a pas été informé. D'accord? Il doit être informé et il doit être en accord avec le fait qu'il va faire sa sérologie. D'accord? Donc, lorsqu'on va faire une sérologie, pour l'hépatite B, on va rechercher quoi? On va rechercher l'antigène HBS, c'est le premier antigène qui va apparaître s'il y a donc une infection à l'hépatite B. Vous avez pour l'hépatite C, vous allez rechercher les anticorps anti-HVC et pour le sida, l'HIV, vous allez rechercher les anticorps anti-HIV. Donc tout ça, c'est chez votre patient. Après, donc, il va y avoir un interrogatoire du patient ou de son entourage pour rechercher
s'il y a d'autres états infectieux, par exemple pour la recherche de la syphilis et du paludisme, etc. On ne le fait pas communément. Donc, communément, on fait les 3 sérologies, les 3 virus, qui est l'hépatite B, C et l'HIV. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va rechercher. Donc, vous avez nettoyé, vous avez fait les premiers soins, vous avez recherché la sérologie chez votre patient. Maintenant, on va rechercher la sérologie chez la victime, la personne qui a été exposée à ces projections. Donc, on va faire la même chose, le statut sérologique de l'hépatite B, de l'hépatite C et de l'HIV de la victime. Et également, on va se renseigner sur le statut vaccinal contre l'hépatite virale B de la victime. Normalement, s'il fait partie du personnel de santé publique, il est censé être vacciné à l'hépatite B. Donc, pour l'évaluation du risque de la contamination contre le VIH et le HIV, donc vous allez, on l'a dit tout à l'heure, ça va dépendre de la profondeur de la blessure, de la quantité du virus circulant chez le sujet infecté. Vous allez déterminer donc la charge virale en HIV, de la quantité de sang, est-ce que c'était une petite goutte, est-ce que c'était carrément un tube, est-ce que c'était complètement l'aiguille qui a été enfoncée, le long de contact, est-ce qu'il est supérieur à 15 minutes, c'est-à-dire est-ce que les soins immédiats qui devaient être effectués, vous avez tardé pour faire le rinçage et le nettoyage, et également le temps de projection. Est-ce que lorsque le sang a été projeté au niveau oculaire ou au niveau des différentes muqueuses, est-ce que rapidement vous avez effectué les séances de nettoyage ou bien vous avez dans la panique, au lieu d'agir, vous êtes mis dans vos états au lieu donc de faire vos soins immédiats. Donc, le matériel souillé, est-ce que c'est une aiguille creuse? Si c'est une aiguille creuse, ça veut dire que le contenant en sang, il est très important. Vous avez également l'absence de gants. Il faut savoir que le port de gants, une paire de gants, donc retient 65% de l'inoculum et 2 paires vont retenir 91%. Donc, le port de gants est primordial au niveau des structures sanitaires. Donc, lorsque vous avez fait maintenant les sérologies, votre sérologie, la sérologie de votre victime, qu'est-ce que vous allez faire après? Donc, on a tracé 2 tableaux. On a tracé donc 3 tableaux selon le virus. On va commencer par le virus de l'hépatite B. Donc, vous avez le patient source et vous avez patient source et vous avez la victime qui est la personne qui a été exposée. Donc, si votre patient, vous avez fait sa sérologie, elle est revenue hépatite B négative. Donc, votre victime, vous lui avez fait donc sa sérologie, il vous dit que je suis immunisé, ça veut dire qu'il a été vacciné. Donc, il est immunisé, donc on ne fait rien du tout parce que déjà, il est immunisé. Maintenant, si votre victime dit qu'il n'a pas été vacciné pour l'hépatite B, donc il faudra vacciner pour une protection ultérieure. Là, il ne risque pour cette protection, pour cet accident, il ne risque rien. Donc, parce que votre patient, il est hépatite B négative. Maintenant, si je fais ma sérologie et je retrouve une hépatite B positive, ou bien vous ne retrouvez pas la sérologie de votre patient, d'accord? Ça veut dire qu'elle est inconnue. Ou bien votre patient refuse que vous lui fassiez sa sérologie. Donc, il a le droit de refuser. Donc, vous allez le considérer ici comme potentiellement positif, d'accord? Donc, soit vous avez une sérologie positive, soit vous ne connaissez pas le statut sérologique de votre patient, soit votre patient refuse que vous lui fassiez sa sérologie, là, vous allez le considérer comme étant positif. Maintenant, si la victime, elle est immunisée, on ne fait rien du tout. Maintenant, si la victime,
elle n'est pas immunisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vaccinée, vous allez faire une sérothérapie. Donc, le médecin va commencer une sérothérapie. Il va introduire 500 unités internationales d'immunoglobuline spécifiques à l'antigène anti-HPS. On fait également une vaccination et une surveillance sérologique. On fait une surveillance sérologique premier mois, troisième mois et sixième mois. Donc, on verra par la suite à la recherche des antigènes HPS. S'il reste négatif, bon, tant mieux pour le patient. Si maintenant ça revient positif, on doit l'orienter vers le service référent pour la prise en charge de l'hépatite B. Maintenant, s'il s'agit de l'hépatite C, vous avez votre patient qui a une hépatite C négative. Donc, on ne fait rien pour la victime, tant mieux, l'hépatite C négative. Maintenant, si vous avez chez le patient l'hépatite C, elle est positive, et ou bien vous ne connaissez pas sa sérologie, ou bien le patient refuse que vous lui fassiez sa sérologie, je vais le considérer comme potentiellement positif, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour la victime? Je vais faire une surveillance sérologique à la recherche des anticorps anti-HVC. Donc, si ça reste négatif, tant mieux pour le patient, on ne fait rien du tout. Mais si c'est à un moment ça positif, je dois orienter le patient vers le service référent pour la prise en charge de l'hépatite C. Il nous reste le troisième virus qui est l'HIV. Donc maintenant, si votre patient revient avec une sérologie HIV négative, on ne fait rien chez la victime. Maintenant, si elle revient positive ou bien on ne connaît pas la sérologie ou le patient refuse donc de faire sa sérologie, donc là, on va le considérer comme potentiellement positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez la victime? On va faire une surveillance sérologique. Donc, si ça revient négatif, bah, tant mieux. Si ça revient positif, on va l'orienter vers un service référent pour la prise en charge de l'hépatite C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire également? C'est la déclaration de l'accident de travail. Donc, vous avez fait les premiers soins, vous avez recherché la sérologie de la victime, la sérologie du sujet exposé. Après, il faudra déclarer cet accident. Donc, le médecin consultant, donc celui qui a consulté lorsque vous avez été en projection ou une effraction à ce milieu sanguin, donc le médecin consultant, il va rédiger un certificat médical descriptif avec mention du risque biologique. Donc, il va mettre sur l'ordonnance qu'il y a eu un risque biologique. Il faut déclarer l'accident du travail au plus tard dans les 24 heures à votre employeur et dans les 48 heures dans l'organisme de sécurité sociale par l'employeur. Donc, on doit s'orienter vers le service de médecine de travail pour le suivi sérologique. Depuis tout à l'heure, on parle d'un suivi sérologique. Qui va faire le suivi? C'est un médecin au niveau du médecin de la médecine de travail. Il faut mettre pour la mise en place d'une stratégie de surveillance, mais également une stratégie de protection, de prévention contre le risque biologique. Donc, ces mécanismes de prévention, c'est quoi? Donc, il va y avoir une mise en place de mécanismes de prévention. Normalement, ces mécanismes de prévention sont présents dans tous les milieux hospitaliers et les secteurs sanitaires. Donc, premièrement, c'est la formation et l'information du personnel. Le personnel doit être informé du risque qu'il encourt lorsqu'il est dans son milieu de travail. D'accord? Le risque d'être en projection et en effraction, mais également d'être en contact direct avec des milieux qui sont des milieux qui véhiculent donc un risque pathogène. Donc, il faut former et informer le personnel. On doit l'informer qu'une simple piqûre, elle doit être déclarée en médecine de travail. Une simple piqûre, ce n'est pas à l'employé ou au personnel de déterminer que c'était uniquement une toute petite égratignure, une toute petite piqûre, etc. C'est au médecin au niveau de médecine de travail, au médecin au niveau des urgences pour le risque biologique qui va déterminer le risque. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui nous déterminent est-ce que le risque est maximum ou pas.
Le deuxième moyen de prévention, c'est la vaccination. La vaccination, elle est obligatoire pour tous les professionnels de la santé. D'accord? Troisième moyen de protection, c'est l'application des précautions standards d'hygiène. D'accord? Premièrement, c'est le lavage des mains, le port de masque, les lunettes, les blouses, les surblouses. Donc, tout ça, c'est des moyens de précaution qui sont standards. Vous avez également la gestion du matériel qui est souillé. Vous êtes en train de travailler dans un laboratoire ou dans un bloc opératoire. Donc, vous êtes en contact direct avec du matériel souillé avec du sang. Donc, il faudra le décontaminer immédiatement. Donc, il faudra décontaminer pas uniquement le lieu où vous avez travaillé, mais même le matériel avec lequel vous avez travaillé. Donc, décontaminer immédiatement les instruments, les surfaces souillées par du sang et des produits biologiques. Il faut essuyer comment? Donc, on va essuyer avec un essuie-tout, puis on va appliquer de l'eau javelisée qui est diluée à 10%. On va laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher. D'accord? Il y a un temps de trempage qui doit être respecté. Les 10 minutes doivent être respectées. Donc, l'utilisation des dispositifs médicaux de sécurité, les adaptateurs directs pour les hémocultures et les seringues. Donc, il ne faut pas à chaque fois, lorsque vous piquez quelqu'un, recapuchonner les aiguilles. On doit directement jeter dans des collecteurs pour matériel piquant et tranchant. Donc, dépôt des aiguilles dans un conteneur qui est donc un conteneur rigide et qui sera donc envoyé à la décharge. D'accord? Donc, il faut respecter ces moyens de protection, c'est des moyens de prévention. Lorsqu'on donne ces instructions, c'est pour vous prévenir de ces accidents d'exposition au sang. Le personnel doit être formé et informé de ces bonnes pratiques. Donc, quelle est la conduite à tenir? Donc, on va maintenant résumer la situation. Vous êtes en contact, vous avez été victime d'un accident d'exposition au sang. Les premiers soins d'urgence que je vais effectuer en cas de coupure ou de piqûre. Premièrement, je ne fais pas saigner ma blessure. Je lave immédiatement à l'eau, au savon liquide, antiseptique ou ordinaire, si vous n'avez pas d'autres antiseptiques. Je rince abondamment. Je trempe la blessure pendant 5 minutes dans un antiseptique type le Daquin, la bétadine ou l'alcool, ce que vous avez au niveau de votre lieu de travail. Maintenant, en cas de projection sur les yeux ou sur les muqueuses, je vais rincer pendant 5 minutes à l'eau physiologique ou bien 10 minutes à l'eau du robinet. Lorsque vous avez maintenant une projection dans la bouche, je réalise un bain de bouche avec de la bétadine verte, un demi-bouchon dans un verre d'eau tiède où vous allez faire un bain de bouche. Là, c'est des premiers soins d'urgence, mais ça n'arrête pas là, d'accord? On doit continuer la suite. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, j'évalue le risque infectieux. Je vais rechercher le statut sérologique de mon patient. Je vais rechercher l'hépatite B, la C et le VIH en prélevant un tube sec avec son accord. D'accord? En cas de refus, si le patient refuse, il a le droit de refuser. Je considère celui-ci comme potentiellement infecté, positif pour l'hépatite B, pour l'hépatite C et pour le VIH. Je vais le considérer comme étant positif pour les 3 virus. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais me rendre rapidement aux urgences. Je consulte un référent médical dans les AES, aux urgences, idéalement dans l'heure qui suit mon accident. Dès mon arrivée, je signale être professionnel de santé et qui a été victime exposé à du sang potentiellement infecté. Et j'informe le médecin, premièrement, de l'heure de l'accident. Nous avons parlé tout à l'heure des facteurs qui vont déterminer à votre médecin le risque de contamination, d'accord? Le calcul du risque de contamination. Donc, je vais l'informer premièrement de l'heure de l'accident, du matériel en cause, du geste effectué chez le patient. Est-ce que c'était une coupure? Est-ce que vous avez fait une chirurgie et vous vous êtes fait blesser, etc. Et du port ou non de gants. D'accord? Donc, le médecin doit savoir
tous ces facteurs pour évaluer le risque de contamination. Après, on va faire un enregistrement de l'AES. Donc, cet accident doit être enregistré. Il doit se faire sur un registre d'AES qui est mis à la disposition dans chaque service. Chaque service possède donc ce registre d'AES sous la responsabilité de qui? Sous la responsabilité du surveillant médical ou d'une personne compétente qui a été désignée par le chef de service. On va enregistrer au niveau de notre service qu'on a été victime d'un accident exposant au sang. Après, je vais m'orienter vers la médecine de travail, vers le service de médecine de travail pour déclarer l'accident du travail, si minime soit-il. Comme je viens de dire tout à l'heure, ce n'est pas à vous de dire « Ah, c'était juste une petite piqûre. Ah, c'était juste une petite goutte sur les yeux. Ah, c'était juste une petite goutte sur la bouche. » D'accord? Ce n'est pas à vous d'évaluer le risque. C'est au médecin d'évaluer le risque de contamination. Le médecin de travail vous informera de la nécessité ou pas d'un suivi médical. C'est un médecin qui va vous dire est-ce que vous allez faire un suivi médical, un suivi sérologique. Donc, pour la sérologie sera demandée à J0, c'est-à-dire le jour de l'accident. Le jour de l'accident, ce n'est pas pour déterminer le risque d'avoir été contaminé. C'est juste pour connaître le statut sérologique de la victime, du sujet qui a été exposé. Donc, on fait un J0, on fait au 8e jour, 1er mois, 3e mois et 6e mois. D'accord? Donc, le suivi sérologique va se faire sous contrôle d'un médecin au niveau de la médecine de travail. D'accord? Ce n'est pas à vous de faire donc cette recherche sérologique et vous allez vous dire à J0 je suis négatif, J8 tu es négatif, c'est bon, j'arrête, j'ai pas de risque. Ce n'est pas à vous de faire cette surveillance. Ce qu'elle va dire, ces accidents exposants au sang sont couverts par une législation algérienne, c'est-à-dire que l'employé est couvert par des lois et des décrets qui déterminent donc ses obligations, mais ils déterminent également les soins et la prévention qui doit être réalisée en cas d'accident en janvier 2000 lieu de travail. Ça veut dire que le ministère vous dit que la vaccine B, vous allez votre entière responsabilité lorsque vous êtes en contact d'un test. Donc, vous avez ici un ensemble de lois et de décrets qui déterminent donc établit que la médecine de travail, c'est elle qui est chargée de réaliser, on l'a dit, donc la présente instruction que je viens de montrer a pour objectif de fixer quelles sont les personnes à vacciner. Donc, on doit vacciner toutes les personnes qui sont dans un milieu hospitalier, tout le personnel sanitaire, que ce soit des stagiaires, des apprentis et tous les travailleurs, d'accord? Parce que le risque, il est partout. Donc, la législation, vous avez donc l'arrêté interministériel, il fixe donc la liste des travailleurs qui donc l'article 3 du décret 69/80, 17 juin 69. La vaccination, elle dit que la vaccination contre l'hépatite des personnes qui ont des établissements ou organismes ou privés de sanction exercent une activité professionnelle ou bénéficient d'une formation
l'exposition à des risques de contamination à l'hépatite virale B. C'est-à-dire tous les personnels sont l'obligation d'être vaccinés contre l'hépatite B parce que le risque est très important. Plus de 40% des virus qui sont transmissibles par voie sanguine, il s'agit de l'hépatite B. Et plus de 40% des AES sont dus à cette hépatite B. Donc, pour diminuer la quantité des patients qui sont hépatite B positive suite à un accident exposant au sang, il faut être contaminé. Il faut être, vacciné. Donc, les personnes concernées sont celles qui sont en contact avec les patients et avec du sang et autres produits biologiques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le sperme, le liquide vaginal, le LCR, ce sont des milieux qui véhiculent des virus, soit directement, soit indirectement lors de la manipulation, du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets de soins. D'accord? Donc, ce n'est pas uniquement la personne ou l'infirmier qui fait le prélèvement, qui est exposé à ce risque. Donc, tout le monde est exposé à ce risque. La personne qui manipule, la personne qui transporte, qui fait le prélèvement, donc même la personne qui est chargée des activités ménagères, toutes ces personnes sont exposées à ce sang. Donc, ils doivent être vaccinés au moins pour l'hépatite. Donc, les établissements, dans l'article 3, il vous détermine donc les établissements et les structures sociaux dans lesquels le personnel doit être vacciné conformément à l'article 1er. Donc, les établissements publics qui sont, donc vous avez les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les secteurs sanitaires. Vous avez les structures sanitaires para-publiques, l'Agence nationale de sang, les centres et postes de transfusion sanguine, les structures d'hémodialyse, les services d'aide immédiate aux urgences et les SAMU, l'Institut Pasteur, les structures sanitaires privées, les laboratoires d'analyse biologique médicale et comme vous voyez, toutes les structures hospitalières sanitaires, médicales et paramédicales. Donc, selon la référence et l'instruction numéro 19 du 19 novembre 2002 relative à la prévention de l'hépatite virale et du VIH au niveau des AES. Là, il vous détermine que l'infection VIH qui présente donc une forte épidémie d'infection, il est impératif de rappeler les principales mesures de prévention. Ça veut dire que votre personnel il doit être informé du risque. Donc, il ne doit pas s'amuser à faire des prélèvements sans gants. On ne doit pas s'amuser à nettoyer sans gants, d'accord? Donc, il faut travailler avec des systèmes de prévention. Il faut travailler avec un système de prévention adéquat parce qu'il faut toujours se dire que le tube qui est devant moi est un VIH positif, VHB positif, hépatite B positive, hépatite C positive. La mise en œuvre d'une stratégie de prévention permettra de contrôler l'apparition de nouveaux cas. Donc, si le ministère fait donc une campagne de vaccination contre l'hépatite B, c'est un système de prévention. D'accord? Ils sont là pour éviter qu'il y ait des accidents exposant au sang avec hépatite B positive. C'est dommage d'être avec une hépatite B positive alors qu'il y avait un moyen de protection qui est la vaccination. Donc, ces actions entrent dans le cadre des missions des responsables des structures de santé en charge d'assurer la bonne pratique des soins. La prévention des AES s'intègre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de soins aux patients et l'amélioration des conditions de travail du personnel. On doit assurer le minimum de prévention pour les deux, pour le patient et pour le personnel de santé. Donc, la direction de l'établissement est tenue de fournir au personnel des mesures de protection. Donc, c'est à l'établissement dans lequel travaille le personnel qui doit lui fournir les moyens de protection collective, prévention de l'exposition. Et lorsque l'exposition est individuelle, vous avez des risques de contamination virale.
donc l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH, selon le type d'accident au virus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque de transmission, c'est l'exposition percutanée, injection à l'hémodialyse, et vous avez ici le virus de l'hépatite B. Comme j'ai dit tout à l'heure, la majorité des AES, 40%, l'hépatite C 2,1, le HIV à 0,3. Selon maintenant l'instruction numéro 100 du ministère de la Santé du 6-6-2005 relative à la prévention des accidents exposant dans les AES au milieu de soins. Donc tout à l'heure, c'était les instructions pour la vaccination et la prévention. Maintenant, lorsqu'il y a, donc on va voir les lois relatives lorsque vous avez été exposé à cet accident lié au sang. Donc, la prévention des AES est axée sur le respect des précautions standards par précautions standards sont déjà définies. Il faudra les prendre en considération. Le personnel doit être formé et informé. Donc, vous avez le lavage ou la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique après le retrait des gants avant de mettre deux patients ou entre deux activités. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, vous allez, par exemple, vous avez fait un acte chirurgical entre deux patients, je dois changer les gants, faire un lavage, remettre d'autres gants. D'accord? Donc, si je vais nettoyer, j'avais des gants, je nettoie, je dois enlever les gants. Pardon, donc si j'ai nettoyé ma paillasse, je dois enlever ces gants, remettre d'autres gants pour pouvoir commencer mon travail. D'accord? Donc, deuxièmement, le port de gants. Les gants doivent être changés entre deux patients et entre deux activités. Donc, l'instruction également vous parle du port de blouse. Il est obligatoire. Le port de blouse, de lunettes, de masques, si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection. Donc, si vous travaillez dans un milieu où vous avez un risque de projection, là, donc, il faudra mettre donc, des masques de projection. Vous avez également, quatrièmement, les bonnes pratiques de soins, à savoir l'utilisation stricte de matériel à usage unique. Également, donc, vous avez également le respect des protocoles de soins en stomato, c'est-à-dire en chirurgie dentaire, en gynécologie, l'élimination immédiate après usage dans des conteneurs adaptés et non pas dans un sachet poubelle. D'accord? Dans des conteneurs adaptés des aiguilles sans les recapuchonner. Donc, je ne fais pas ce geste. Recapuchonner une aiguille, je vais directement piquer mon doigt. D'accord? Donc, je dois jeter l'aiguille dans un conteneur adapté. C'est un moyen de prévention. Le nettoyage des surfaces souillées. Une fois que je termine mon travail ou s'il y a eu donc, projection de sang au niveau du bureau ou de la paillasse où je travaille, je dois nettoyer immédiatement du sang, puis la désinfection à l'eau javélisée à 12 degrés ou 10 degrés au taux désinfectant approprié répondant aux normes, par exemple le DACIN. On va voir par la suite. L'évacuation dans un emballage qui est étanche, fermé et fermé, du linge, matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine pouvant être infecté par le virus de l'hépatite B, l'hépatite C et l'HIV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en train de jeter vos aiguilles ou le matériel souillé du sang au niveau d'un sachet poubelle, au lieu de le mettre dans un conteneur, vous allez prendre la responsabilité de contaminer les personnes qui travaillent au niveau au niveau donc de l'assainissement ou bien donc ceux qui sont chargés du lavage et des activités ménagères. D'accord? Donc, il faut penser à vous et penser aux autres.
Également, donc ici, donc toujours on vous parle de la vaccination qui est un moyen de prévention, la vaccination contre l'hépatite B. Donc les catégories professionnelles affectées à un poste exposé ainsi qu'aux patients particulièrement exposés comme les hémodialysés qui feront l'objet d'un suivi sérologique avant et durant le traitement. Il faut savoir que les hémodialysés, donc il faut qu'ils soient vaccinés au préalable. Il est demandé de veiller au strict respect de l'application de la conduite à tenir en cas d'AES. Les responsables de structures de santé sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures et veilleront à la disposition du matériel et du produit conforme aux normes en quantité suffisante et à votre établissement de vous fournir ces moyens de prévention. Ils assurent en outre le contrôle et l'évaluation des mesures appliquées. D'accord? Donc, il prend en charge donc, les comptes à tenir en cas d'accident, les AES. Vous avez également le contrôle de la concentration en solutions javelisées. Depuis tout à l'heure, je parle de prévention. Dans la prévention, vous avez le nettoyage du matériel. Dans le nettoyage du matériel, vous allez utiliser de l'eau javelisée. Il faudra contrôler cette eau javelisée. Est-ce qu'elle est réellement entre 10 à 12 degrés? Donc, vous avez l'annexe 3 qui parle des mesures spécifiques aux hémodialysés. Tout ça, c'est la législation algérienne. Ce sont des arrêtés qui prennent en compte des accidents exposant au son. Ils vous déterminent tous les moyens de prévention. Le personnel doit être informé de ces moyens de prévention qu'il doit prendre en considération. Donc, en annexe 1, donc en cas d'exposition, là, lorsque vous avez une exposition, ça y est, c'est fait, malgré donc les moyens de prévention qui ont été décrites, l'accident a eu lieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc là, vous avez des arrêtés qui prennent en considération le fait qu'il y ait ces accidents exposants au sang et prennent en charge donc le personnel exposé, le personnel de santé exposé. Donc en cas d'exposition, piqûre, coupure ou égratignure du personnel, ou de projection de sang sur les muqueuses conjonctivites en particulier. Laisser saigner, donc ne pas faire saigner, c'est-à-dire je ne vais pas appuyer sur la partie, mais je laisse saigner les premières gouttes. Puis je vais rincer abondamment après lavage au savon et appliquer de l'alcool, de la bétadine ou de l'eau javelisée à 12 degrés ou du daquin. Cherchez à connaître le caractère infectant du liquide par la pratique des 3 sérologies, hépatite B, C et le HIV du patient contaminé. Recherchez ces 3 sérologies chez la personne exposée. Informer le médecin référent ou le médecin de travail de l'hôpital. Déclarer l'AES qui devra être inscrit sur un registre du service où s'est produit l'AES destiné à cet effet, pour faire foi en cas de séroconversion ultérieure. Ça veut dire que je dois le déclarer au moment de l'accident, je ne vais pas le déclarer 3 mois après. Je dois le déclarer au moment de l'accident et faire ma surveillance sérologique. Comme ça, s'il va y avoir une séroconversion, c'est-à-dire que votre sérologie va devenir positive, c'est le médecin de travail qui va vous prendre en charge. Donc, on a dit qu'il faut informer le médecin référent. Il faut refaire chez la personne contaminée une sérologie. Le VIH, généralement 3 mois, 6 mois. Une sérologie, l'hépatite C et l'hépatite B, jusqu'à 6 mois. Donc, si ça revient positif, on va orienter le patient vers un milieu spécialisé en gastro-hépatologie. Vis-à-vis du VIH maintenant, une prophylaxie peut être proposée, d'accord? Surtout si la personne victime de l'AES le souhaite. Ça veut dire, vous avez, donc vous ne connaissez pas la sérologie de votre du patient et vous êtes tellement stressé que vous voulez un traitement prophylactique. Donc il peut y avoir, on peut donc agir en prévention
et proposer un traitement prophylactique en cas de piqûre ou de contact massif contaminant. Donc là, c'est le médecin de travail qui va déterminer donc, le risque d'être contaminé par le VIH avec du sang du patient VIH positif connu. Donc la posologie du traitement AZT doit être débutée le plus vite possible, au mieux dans les 2 heures suivant l'AES. La posologie, c'est entre 1200 mg par jour pendant 3 jours, puis 1000 mg par jour pendant 4 semaines. Donc, c'est un traitement prophylactique. D'accord? Donc là, ce sont des mesures qui sont décrites dans les décrets et les lois de la législation algérienne pour vous déterminer donc la conduite à tenir en cas d'AES. D'accord? Vous voyez, comme je l'ai dit en théorie, c'est la même chose. Donc, le respect des moyens de lavage et de trempage au niveau des solutions antiseptiques, la recherche de la sérologie chez la victime et chez le patient, et la déclaration en médecine de travail. D'accord? Je dois déclarer l'accident dans l'heure qui suit. On ne doit pas dépasser 4 heures après donc un AES. L'annexe 2, donc depuis tout à l'heure, je parle d'eau javélisée. Cette eau javélisée doit être contrôlée, d'accord? Ce n'est pas n'importe quelle eau javélisée que je vais utiliser. Je dois utiliser une eau javélisée entre 10 à 12 degrés. Donc, le contrôle de la concentration de la solution d'eau javel, elle est obligatoire. Au laboratoire de la structure de soins, il se fait selon une procédure qui est simple, qui est connue par le pharmacien hospitalier. De plus, la solution doit être renouvelée tous les 8 jours. D'accord? Car son pouvoir désinfectant va diminuer. Il se perd avec le temps et sous l'effet d'une forte chaleur. D'accord? Donc, on doit contrôler la concentration ou le degré de désinfection de l'eau javélisée que vous êtes en train d'utiliser. L'annexe 3 concerne donc, une tranche de patients, c'est les patients hémodialysés. Donc tout malade à hémodialyser doit être considéré comme potentiellement contaminé. Il faut savoir que les personnes qui travaillent en unité d'hémodialyse, ils sont en contact direct avec ces patients. Donc tous les patients doivent être hémodialysés doivent être considérés comme potentiellement contaminés. Ça veut dire que l'infirmier qui effectue donc les soins à ces patients doit mettre dans sa tête que ce patient qu'il est en train de piquer, pour lequel il est en train, le patient il est en train de brancher pour la dialyse, il est contaminé VIH positif, hépatite B positive, hépatite C positive. Donc, il doit prendre ses moyens de précaution. Aussi, les mesures d'hygiène universelles doivent être scrupuleusement respectées. Donc, les tests sérologiques HIV, hépatite B et C doivent être pratiqués pour tout malade concerné par une séance d'hémodialyse. Donc, les patients qui ont donc une séance d'hémodialyse, on va leur faire une sérologie avant leur séance. Les malades séropositifs à l'une des affections virales doivent être pris en charge dans tous les cas. Ça veut dire que vous n'avez aucune raison ne justifie leur exclusion de la dialyse. Même si vous faites une sérologie à votre patient qui normalement il a une séance de dialyse, elle vous revient positive. Vous n'avez pas le droit de l'exclure de sa séance. D'accord? Donc, aucune raison ne justifie leur exclusion de la dialyse. Le respect strict des mesures d'hygiène constitue une sécurité suffisante au personnel de santé. D'accord? Il sait que ce patient est positif, il doit prendre des mesures d'hygiène et de sécurité. D'accord? Alors, je l'ai dit au départ, tout patient qui subit des séances d'hémodialyse doit être potentiellement considéré comme étant positif pour les 3 virus. Maintenant, si vous lui faites une sérologie et vous confirmez que l'une des hépatites, par exemple l'hépatite C ou B, elle est positive ou l'HIV est positive, vous n'avez pas le droit de l'exclure de la séance d'hémodialyse. C'est à vous de prendre
les mesures d'hygiène et de sécurité. C'est largement suffisant pour vous prévenir des AES. On a terminé par ces AES. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Donc, je vais conclure en disant que les AES, c'est un événement inattendu et brutal. D'accord? Donc, ça survient d'une manière inattendue et brutalement. Vous n'attendez pas à vous faire projeter ou piquer par une aiguille. C'est un accident de travail. Vous êtes dans un milieu de travail et vous avez été exposé à cet accident. Il doit être déclaré dans les 24 heures par le médecin de travail. D'accord? Il faut enregistrer votre accident. Il faudra le déclarer en médecine de travail. Comme ça, vous allez être pris en charge s'il y a une séroconversion. Vous allez avoir une prise en charge totale s'il y a une séroconversion. Maintenant, si vous vous dites non, c'est rien du tout, c'était une simple projection, et après 3 à 6 mois, votre sérologie revient positive, la médecine de travail ou le médecin de travail n'est pas responsable, ne peut pas vous prendre en charge, d'accord? Il ne peut pas déclarer on ne peut pas déclarer un événement antédaté, d'accord? Donc, il faudra le signaler le jour de votre accident. Sa prévention, elle est décrite dans la législation. Comment prévenir ces accidents? Donc, nous avons déterminé donc, les moyens de prévention, les moyens d'hygiène, et vous avez également le système de vaccination. Donc, tout ça, ce sont des moyens de prévention des AES. Donc, sa prévention est basée sur des règles simples, classiques et universelles. Les règles simples, c'est quoi? C'est le lavage des mains, le nettoyage, l'eau javellisée, le port de masque, le port de gants, là, le port de blouse, de surblouse. Tout ça, c'est des moyens classiques d'hygiène. C'est des moyens de prévention. Et souvent, on néglige ces moyens de prévention. On ne met pas de gants, on ne met pas de blouse, d'accord? Donc, on laisse la paillasse complètement souillée, la centrie, elle est souillée, d'accord? Donc, si vous avez une projection du sang à partir d'une centrifugeuse, vous allez vous dire, ah non, c'était juste une petite goutte. Non, ce n'est pas une petite goutte, d'accord? Il faut vous faire examiner, déclarer, quel que soit le degré de cet AES, d'accord? Donc, je vous remercie euh, pour votre patience. Et vous avez dans la page des discussions le droit de poser des questions et je vais répondre au fur et à mesure. Je vais vous envoyer les cours, il n'y a pas de souci pour les cours, on va les envoyer à la fin. Je vais envoyer les deux présentations en même temps. Vous avez le droit de poser vos questions. Est-ce que l'une parmi vous a été exposée à ces accidents exposant au sang? Je recherche si vous avez des questions. Il n'y a pas eu de sang pour tout le monde?
cherche. J'entends rien. Donc, j'ai une petite question, on me dit, Benaros Jamila. Donc, elle dit, j'ai une question, on prend le vaccin de l'hépatite où? Donc, le vaccin de l'hépatite, c'est au niveau de médecine de travail, il faut vous inscrire et vous allez vous faire vacciner, c'est tout. Je veux le contact personnel des biologistes ou bien des laborantins qui travaillent. Non, c'est pas pour moi ça. Il n'y a rien. Est-ce que vous m'entendez là? Chacun est trop sans son. Je ne sais pas ce qu'ils ont entendu là. Donc, j'ai une autre question. Je travaille depuis plus de 10 ans. L'Almi Amina qui pose la question. Donc, je travaille depuis plus de 10 ans et ils ne nous ont jamais proposé le vaccin de l'hépatite B. Donc, il faut savoir que c'est votre droit de le demander. Il faut juste aller se présenter au niveau de médecine de travail et demander votre dose d'hépatite B. D'accord? C'est votre droit. Ce n'est pas à eux de venir vous dire venez vous faire vacciner. D'accord? Il faut connaître vos droits. Comment faire pour enregistrer? Donc, je vais vous envoyer la présentation. Vous n'allez pas l'enregistrer. Est-ce qu'il y a des interactions entre le vaccin contre l'hépatite et le vaccin Covid, c'est-à-dire quand on fait vacciner en même période? Ben, de préférence, ne pas se faire vacciner dans la même période. Il faut laisser votre immunité se développer. Donc, si vous faites une hépatite, le vaccin contre l'hépatite, il faut attendre au moins 2 semaines pour faire le vaccin Covid. Je termine les questions là. C'est possible. Oui, je vais vous envoyer les présentations. Le support, je vais enregistrer le cours. Là aussi. Vous aurez tous le cours. On va vous l'envoyer après. Très bien. Pourquoi on doit faire? Donc, j'ai 2 questions à savoir. En cas de projection, les yeux, dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu ça? Attendez, ça saute. Pourquoi doit-on faire saigner l'endroit de la piqûre ou de la plaie? J'ai dit qu'il ne faut pas faire saigner. On doit laisser couler le premier son. On le laisse couler, d'accord? Après, on va laver directement, d'accord? On ne doit pas comprimer. On doit laisser saigner les premières gouttes. Donc, si vous avez une coupure ou bien une blessure, donc je laisse saigner le sang. Je ne vais pas le retenir, d'accord? Je laisse saigner les premières gouttes. Après, je commence le lavage. Donc, j'ai 2 questions à savoir. En cas de projection dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, en cas de projection dans les yeux, il faudra rapidement faire un rinçage avec de l'eau physiologique à l'intérieur de l'œil. Je fais un rinçage à l'intérieur de l'œil avec de l'eau physiologique pendant 5 minutes. Maintenant, si au niveau de votre milieu hospitalier, vous n'avez pas d'eau physiologique, directement avec l'eau du robinet, vous allez le faire. D'accord? Mais là, avec l'eau de robinet, au moins 10 minutes. Pourquoi piqûre d'aiguille refusée par le médecin de travail pour les laboratoires?
PH, Ain Hammam. Je n'ai pas compris votre question. Pourquoi piqûre d'aiguille refusée par le médecin de travail pour les laborantins? Reformulez votre phrase. Je n'ai pas compris le sens de votre phrase. S'il vous plaît. Pour le sujet victime, est-ce qu'il faut faire un rappel de vaccin contre après une période, par exemple, de 10 ans? Oui, il y a un calendrier vaccinal à respecter pour l'hépatite B. Il y a des rappels à faire. Pourquoi les personnels de labo, malgré leur exposition à des hauts risques, les conditions d'hygiène ne sont pas favorables, absence de l'eau. Si les conditions d'hygiène ne sont pas favorables, absence de l'eau, de javel, de savon liquide, on peut refuser de travailler. Oui, vous avez le droit de refuser de travailler. S'il n'y a pas de conditions d'hygiène, donc vous avez vu dans la législation, c'est à votre établissement de vous fournir les moyens de prévention. C'est à l'établissement de les fournir. Si l'établissement ne vous fournit pas, vous avez le droit de refuser de travailler. Pour l'eau de javel, quelle est la dilution de ce dernier? La dilution, c'est un dixième s'il est concentré. Donc, il faut voir après, il doit le refuser de ce dernier, 0%. Bien sûr, il faut le refuser. 0%, c'est comme si vous êtes en train d'utiliser de l'eau. Hein. Vous n'êtes pas en train de désinfecter. D'accord? Dans un milieu hospitalier, il faut désinfecter. Il ne faut pas nettoyer uniquement, il faudra désinfecter. Je vais vous envoyer la présentation. Pourquoi on exclut la prime de contagion? Donc, la prime de contagion, ça ne revient pas de mes fonctions pour vous dire pourquoi vous êtes exclu. Mais normalement, la prime de contagion, maintenant, est-ce qu'il calcule, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs de risque. Est-ce que, au niveau de déterminer donc les classes avec la prime de contagieux, est-ce qu'il y a donc des catégories ou un calcul d'échelle pour la prime de contagieux? Ça, je ne sais pas. Mais je suppose qu'il y a donc une échelle de calcul. Donc, question 2, conduite à tenir pour avoir nos droits de prime de... Ça, je ne sais pas. Covid est une maladie professionnelle. Bon, ça, vous avez vu, donc ils sont en train de demander que ce soit une maladie professionnelle à déclaration avec une prise en charge à 100%. Là, on verra par la suite. Donc après, pourquoi ne pas presser le doigt? Donc on ne presse. Pourquoi je vais presser le doigt? Parce que je vais presser le doigt, ça veut dire que je vais encore faire éclater des petites vénules. Et si vous allez faire éclater, ça veut dire que vous allez propager encore plus le virus s'il est déjà présent. Voilà, email, etc. En ce qui concerne le registre AES, il n'existe pas dans notre établissement. Que doit-on faire et qu'est-ce qu'on doit mentionner dans ce dernier? Donc, normalement, tous les chefs de service possèdent à leur niveau ce registre AES. C'est un registre de déclaration des accidents exposant au sang. D'accord? Donc, il faudra tout simplement le demander au niveau de la direction et le mettre au niveau de votre service avec le cachet de votre chef de service et il sera pris en charge par le surveillant médical. Quels sont les facteurs utilisés pour protéger après contamination? Donc, après contamination, il n'y a pas de protection. Ça y est, vous avez été contaminé. Qu'est-ce qu'on va protéger? On ne va rien protéger. Vous avez été contaminé, il faudra le déclarer pour être pris en charge, c'est tout. Donc, il n'y a pas de protection après. Vous avez été contaminé, la médecine de travail vous prend en charge si vous déclarez, bien sûr, dans l'heure qui suit votre accident. Secondaire. Bon, les effets secondaires de la sclérose en plaques et l'hépatite B, ça n'a pas vraiment été décrit dans les différentes... Donc, c'était les premières recherches qui ont décrit la présence d'une relation, d'une association entre la sclérose en plaques et l'apparition et le vaccin de l'hépatite B.
mais les sujets qui ont déclaré ou les activités de recherche qui ont déclaré qu'il y a une relation entre la sclérose en plaques et l'hépatite B, c'était déjà chez des sujets qui étaient prédisposés à la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'il y avait des antécédents familiaux de sclérose en plaques. Quoi faire devant une piqûre d'aiguille de compteur? La même chose, déclarer, désinfecter, nettoyer, le déclarer, la surveillance sérologique J0, J8, J1 mois, J3 mois et J6 mois. D'accord? Ce n'est pas à vous d'évaluer le degré de la piqûre. Quels sont les effets secondaires de l'hépatite B? Les effets secondaires de l'hépatite B, c'est la chronicité. Donc, si vous êtes hépatite B positif, vous allez passer à la chronicité. Qui dit hépatite chronique, ça veut dire que vous allez évaluer vers une cirrhose. Et si vous allez évoluer vers une cirrhose, vous allez probablement évaluer vers un cancer. Deuxième question, pourquoi il n'y a pas de contrôle systématique du personnel de santé au moins une fois par an pour réduire le taux de contamination? Il n'y a pas de contrôle systématique. Chaque personne doit prendre ses moyens de prévention. Ce n'est pas à votre établissement de venir vérifier est-ce que vous avez porté votre blouse et porté votre gant, est-ce que vous avez nettoyé votre paillasse, est-ce que vous avez jeté l'aiguille dans le conteneur. C'est une éducation personnelle. On demande la classification des laboratoires en fonction. Donc là, c'est un problème de direction, ce n'est pas mon problème. Pourquoi on fait la sérologie? J0 et J8, c'est pour connaître votre statut personnel, votre statut à vous, votre statut sérologique, qui est la personne chargée d'informer le patient sur son résultat de sérologie. C'est son médecin, d'accord? Donc, déjà, le patient, il doit accepter que sa sérologie soit faite. Et si sa sérologie est positive, c'est le médecin qui l'a consulté. Est-ce que l'analyse de l'anti-HPS est disponible au service de médecine du travail? Ce n'est pas la médecine de travail qui va vous faire la sérologie. Médecine du travail va vous faire uniquement l'ordonnance. Il va vous écrire sérologie anti-HPS, sérologie anti-HIV, et vous allez partir dans un laboratoire qui fait les sérologies. C'est soit donc un labo d'immuno, un labo de microbiologie qui font les sérologies. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On se retrouve au service des AES pour déclarer un accident. Le service AES, c'est au niveau de médecine travail. Chaque milieu hospitalier, la médecine travail, il faudra aller déclarer là-bas. Est-ce que tous les personnels de laboratoire est concerné? Vaccination, hépatite seulement. Tout le personnel médical, je l'ai dit tout à l'heure, tout le personnel médical est concerné par la vaccination contre l'hépatite B. Que ce soit un stagiaire, un simple travailleur, tout le personnel. Pourquoi la majorité des malades de dialyse atteints d'hépatite? Il faut voir, donc c'est parce qu'ils sont à chaque fois branchés avec donc, ces appareils. Et si vous personnes, malgré les moyens de désinfection qui sont réalisés. On va faire une obligation de le faire pour confirmer la vaccination. Est-ce qu'il y a des traitements utilisés comme moyen d'urgence en cas de contamination HIV positif? Donc oui, je vous ai dit tout à l'heure, dans la législation, on peut entamer donc un traitement prophylactique à l'AZT. Le sang. Donc, il y a un traitement prophylactique à entamer directement si vous avez un HIV positif. Ce sont des déchets, d'accord. Est-ce que l'analyse de l'anti-HPS est disponible au niveau des services? Oui. Est-ce que... Donc, si vous ne trouvez pas la sérologie pour le pH de SNIR, si vous avez votre patient, vous avez été exposé à du sang et vous ne savez pas la sérologie de votre patient, vous allez rechercher dans son dossier, vous ne trouvez rien du tout dans le dossier. Qu'est-ce qu'il faudra faire?
Donc, vous allez, par exemple, vous lui avez fait un prélèvement. Vous n'avez pas le droit d'aller dans le laboratoire et leur dire, donnez-moi un peu de sérum du patient pour lui faire la sérologie. Le patient doit être consenti, doit être en accord. Ça veut dire qu'il faut partir dans le service où il est hospitalisé ou bien son médecin doit le contacter pour que le patient donne son consentement. Si le patient vous ne donne pas son consentement, vous ne pouvez pas faire sa sérologie. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra cependant le considérer comme potentiellement positif. Ça veut dire que le médecin de travail, il va mettre le patient sous sérologie inconnue. Ça veut dire positif pour l'hépatite B, positif pour la C et positif pour la HIV. Donc, vous allez entamer des mesures de prophylactique, de surveillance sérologique et, si vous le désirez également, prophylactique pour le HIV, c'est-à-dire prendre des médicaments prophylactiques. À J0, vous allez commencer et vous allez faire votre surveillance sérologique. J0, J8, c'est pour déterminer votre sérologie et J1 mois, 3 mois et 6 mois pour déterminer est-ce que vous avez été contaminé. Est-ce qu'il y a traçabilité des personnes contaminées si l'équipement de travail dans un laboratoire n'est pas disponible en travail ou pas? Non, l'établissement est censé vous présenter tous les moyens de protection. J'ai piqué, moi, l'aiguille du malade, HCV, combien de temps pour faire la sérologie? Donc, je vous ai dit, vous allez faire la sérologie J0, J8, 1 mois, 3 mois et 6 mois. Est-ce qu'il y a l'analyse anti-HBS disponible? On considère que le personnel de santé comme des victimes, mais en cas d'inverse, contaminer les patients, quoi faire? En cas de situation inverse, il faudra déclarer, donc les maladies transmissibles par le sang, sont à déclaration obligatoire. Il faudra le déclarer au niveau de la médecine de travail et le déclarer chez votre employeur. D'accord? Il faut déclarer c'est une déclaration obligatoire. Vous allez encourir un risque pour les patients. Voilà. Après la contamination, quelle est la procédure à suivre? Je vous ai dit, en cas de contamination, il faudra une surveillance sérologique. Après, bien sûr, les soins immédiats. Donc, vous faites des soins immédiats. Après, vous allez au médecin déclarer. Il vous fait une ordonnance comme un risque biologique. Vous allez le déclarer médecine de travail pour lequel vous allez lui déterminer, lui raconter l'histoire de votre accident. Il va évaluer le degré du risque et vous faire une surveillance sérologique J0, J8, G1, G3 mois et G6 mois. Oui, le biologiste est pris en charge par la médecine de travail. J'ai le droit de faire la sérologie au niveau du PNL. Pour la durée d'eau javélisée est de 8 jours, mais la concentration, comment faire? Donc là, le degré de concentration, c'est un degré de concentration qui est contrôlé par le pharmacien. D'accord? Il y a un système de titration qui va vous déterminer donc, le degré de votre eau javélisée. Oui, les biologistes sont couverts par la loi. Tous les personnels de santé sont couverts par la loi. Est-ce que c'est avec Oui, la syphilis également, c'est la même procédure. Donc, on va s'arrêter avec les questions pour entamer donc, la deuxième présentation.